Bonjour. Bien, nous avons maintenant donc les bases de notre installation Kubuntu et nous devrons maintenant réaliser l'installation d'un serveur local. Alors, avant toute chose, on va peaufiner deux, trois petites choses au sein de notre Kubuntu. La première, on a souvent besoin de faire une opération mathématique rapidement. Donc, on va ouvrir la calculatrice. La seule configuration qu'on va lui apporter, c'est de cocher la case qui dit afficher le résultat dans la barre de titre, comme ça, appliquer OK. Eh bien, dès qu'on tape une opération, 2 plus A, on voit que le pavé numérique n'est par défaut pas activé quand on allume le Kubuntu. Donc, il faut l'activer manuellement et juste après, on fera en sorte qu'elle soit activée. Et là, l'intérêt, c'est qu'on voit l'opération, le résultat de l'opération aussi dans la barre de titre. Si on baisse la calculatrice, on a donc notre résultat toujours visible pour autre chose. Bien évidemment, on va la rendre très accessible, donc on va cocher la case attachée au menu de la barre des tâches, et ainsi, donc elle est là, même quand elle est fermée. Donc on a dit également que notre pavé numérique n'étant pas allumé par défaut, activé par défaut, on va aller dans les configurations du système, éléments de saisie, alors matériel, périphérique d'entrée. Au niveau du clavier, ici on voit verrouillage numérique, il est par défaut, c'est-à-dire non activé. On va nous demander à ce qu'il soit directement activé. J'en profite pour préciser que si vous avez des problèmes d'affichage, de langage, etc., c'est également dans ce menu qu'il faut venir régler tout cela. Notamment le clavier aussi, peut-être que vous n'avez pas un clavier AZERTY, enfin ce genre de choses. Donc voilà, ça c'est fait. La prochaine fois qu'on allumera notre Kubuntu, le pavé numérique sera directement accessible. Autre chose dont on va avoir besoin avant de se lancer dans l'installation du serveur, c'est d'un petit éditeur rapide. Alors il y en a un dans Kubuntu, il s'appelle Kate, mais comme vous l'avez vu, on l'a ôté des favoris parce que ce n'est effectivement pas notre favori. Notre favori, ça va être un petit éditeur qui s'appelle Sublime Text. Voilà, Sublime Text, le voilà. Alors, pour l'installer, rien de plus simple. On va sur le site, comme d'habitude. Download, il y avait le lien d'ailleurs, directement accessible. Alors, Google Chrome nous demande de traduire. Alors, on va résoudre une bonne fois pour toutes en disant de ne jamais traduire les sites. On télécharge l'application. Voilà. Donc, la version qui nous correspond, selon qu'on est en 64 bits ou 32 bits. Nous, ici, on est en 64 bits. Donc, on prend cette version-là. Et dans notre menu démarrer, affiché dans le dossier, voilà, dans notre menu démarrer, on voit notre application. Alors, on est dans le dossier téléchargement. Dès qu'on télécharge quelque chose sur Internet, depuis Internet, ça va tomber dans ce dossier-là. Alors, c'est bien que ce dossier-là soit pas trop surchargé. Si on commence à y laisser des choses qu'on va utiliser tout le temps, ça va vite devenir encombrant. Donc la première chose qu'on va faire, on peut scinder l'affichage donc avec notre Dolphin et on va aller choisir un autre dossier. Un dossier qui ne sert pas à grand chose, c'est les modèles. Eh bien hop, on fait glisser, déplacer. Alors on voit que ça fait un plus, ça veut dire que ça va faire un copier. Mais si on appuie sur Shift, alors je ne sais jamais comment ça marche. Non, bah bon, c'est pas grave, on le copie. Ah ben voilà, c'est après quand on lâche, on a le menu de déplacer ici ou de copier. Donc nous c'est déplacer ici. Peut-être qu'il fallait faire directement comme ça. Non, même pas. Non, c'est vraiment quand on lâche qu'on a cette possibilité. Donc, on décompresse ce programme. Extraire, voilà. Extraire l'archive ici. Ah, il va certainement nous demander le code. Non, apparemment pas dans notre dossier. Par contre, je vois pas. Ah, voilà. Ça travaillait, je sais pas où. On supprime le fichier téléchargé, inutile d'avoir ça en double. Voilà, on met dans la corbeille. Alors pour pas qu'il nous demande ça à chaque fois, on coche la case, voilà, mettre dans la corbeille. Et donc on a notre Sublime Text. On clique dedans, on voit qu'on a ici ce qu'on appelle le lanceur, donc l'exécutif, comme dans Windows, les .exe. On voit notamment que nos fichiers, dossiers, on ne voit pas les extensions. On va régler ça aussi juste après. Alors voilà, on a notre Sublime Text, notre petit éditeur, mais on constate... Alors on va l'attacher parce qu'on en a besoin très très souvent.
Et l'intérêt de Sublime Text, une de ses grandes caractéristiques, c'est qu'il est très rapide. Regardez, on clique, boum. Malgré que je sois dans une box, c'est quasi immédiat. Bon, encore que là, le processeur, il travaille. Je ne sais pas ce qu'il fait, mais on voit bien qu'il travaille. Il a saturation. Il faut qu'il se calme. On ferme le Dolphin. On en a plus un pour l'instant. Voilà, on ferme le Dolphin. On ferme notre Chrome et on va essayer de comprendre pourquoi lui il est aussi gourmand en ressources. Qu'est-ce qui se passe? Non, en fait c'est vrai, c'est juste le temps qu'il se mette en place. Bon, donc je vous disais, on clique sur le petit icône là, hop, c'est quasi instantané. On va juste faire une chose. La première, c'est au niveau de la vue, de la view en anglais. On va montrer les fichiers ouverts. Comme ça, quand on aura des fichiers ouverts, ils viendront s'afficher ici. Et deuxième chose, comme on peut le voir, c'est pas bien en français. Alors on fait CTRL-SHIFT-P. Ça ouvre le menu des actions. On va chercher ce qu'on appelle le package control. On va taper PACK install et on voit install package control. On clique là-dessus. Voilà, ça y est, c'est fait. Et quand on fait CTRL-SHIFT-P cette fois, et qu'on fait Package Control, on ne va plus l'installer, puisqu'il est installé. On va installer un package. Shift Control. Voilà. Donc ça ouvre un autre menu. Et là, on va chercher un fichier pour avoir les variables locales. Il s'appelle localized menu. Voilà, on fait entrer. Vous voyez, c'est quand même assez simple. Il n'y a pas besoin de rebooter en principe. Si on va dans Préférences Language, on peut venir tout de suite en français. Et voilà, directement, Préférences, tout est en français. Bon, bref, ça sera plus simple. Mais nous, on s'en sert en fait juste pour éditer les fichiers. Il a une autre particularité. Je vous rappelle que sous Linux, on a souvent des réglages à faire au niveau des droits d'accès des fichiers, d'écriture, lecture, etc. Et bien avec lui, on pourra aisément enregistrer même des fichiers qui sont protégés en écriture. Bon, bref, on ferme notre Sublime Text pour l'instant. Par habitude, j'ai tendance à le mettre... Alors, on voit que les icônes, ils ne sont pas dans un ordre que je considère optimal. J'aurais tendance à dire que, un peu comme les Arabes, on va lire de droite à gauche. On va faire en sorte de pouvoir trier nos icônes qui sont là. Pour cela, on fait bouton droit de la souris sur la barre des tâches, option, non, paramètres de gestionnaire de tâches. Voilà, c'est celui-là. Et ici, on va demander que le regroupement et le tri ne se fassent que manuellement. D'ailleurs, on en profite pour éviter le regroupement des programmes, ne pas grouper. Voilà, pour l'instant, c'est tout ce qu'on va faire. Appliquer OK. Et l'intérêt de la chose, c'est que, par exemple, notre calculatrice, hop, moi j'ai pour habitude qu'elle soit directement là. Prenez vos repères, vos habitudes. La console, on en a besoin très très souvent, donc moi je la mets à la fin, c'est-à-dire que Sublime Text passe ici et tous les navigateurs vont être juste avant le contrôle. Voilà. Bon, alors, comme on va encore changer des choses dans notre barre des tâches, on la laisse là, mais dans l'idéal, c'est de verrouiller, à un moment donné, de verrouiller la barre des tâches. Ça évite des fois par erreur de bouger les choses. Là, par exemple, on ne peut plus la bouger. On reclique bouton droit de la souris ici pour déverrouiller la barre des tâches. Vous voyez aussi qu'il y a plein de raccourcis. Alors, si on les connaît, tant mieux. On gagne toujours un peu de temps par rapport à ça. Voilà, donc là, notre PC, on peut dire qu'il est vraiment bien prêt. On a une petite calculatrice très rapide d'accès avec cette petite particularité qui permet d'avoir le résultat de l'opération dans le titre. Le gestionnaire de fichiers. On a dit tout à l'heure, et on va le faire donc maintenant, qu'effectivement, quand on est dans un dossier, donc par exemple dans Modèle, Sublime Text, on voit nos fichiers, mais on est sous Linux et donc il est bon deux choses. D'une part, de voir les extensions des fichiers et d'autre part aussi de voir les droits d'accès des fichiers. Et c'est la raison pour laquelle, quand on va dans Contrôle, on va configurer Dolphin pour faire en sorte que l'emplacement actuel, ça c'est bon. Mode d'affichage scindé si on veut par défaut, mais c'est pas la peine. La barre des titres, pas la peine non plus. À moins qu'on s'en serve peut-être pour afficher l'emplacement complet dans la barre des titres, ici, du coup on la veut, appliquer, voilà.
Euh, bon, général, aperçu, confirmation, tout ça, c'est bon. Maintenant, on peut tout changer. Comme vous le voyez, il y a beaucoup de paramètres. Mais nous, ce qu'on veut, c'est ici, propriété des dossiers. Propriété des dossiers. Droit d'accès. Alors là, c'est pour le dossier lui-même. Donc, c'est bouton droit de la souris ici. Afficher l'emplacement complet. Voilà. Ici, on a une barre de titre complète. Et ici, configurer les barres d'outils. Paramètres des barres d'outils. Configurer. Ah, voilà, ici. Alors, on veut voir les fichiers cachés. Il n'y en a peut-être pas. Non, il n'y en a pas ici. Mais par contre, donc ça y est, on voit du coup les extensions des fichiers ici, .zip, .text, etc. Donc voilà un premier bon renseignement. Pendant qu'on est ici, on va dire ajuster les paramètres d'affichage, afficher un aperçu, ouais, quand il y en a un, pour les images notamment. Appliquer les propriétés, utiliser, on utilise ça par défaut, voilà. Appliquer et OK. Alors, le type d'affichage le plus complet, c'est celui-ci. C'est par liste. Et là, on voit qu'on a une barre ici, les têtes de colonne, en quelque sorte. On fait bouton droit dessus. Et là, on va ajouter juste les droits d'accès. Voilà. Cette petite colonne-là, alors, moi, j'ai pour habitude de la mettre avant la taille et la date de modification. Mais là, comme ça, on voit tout. Par exemple, ce fichier .zip, là, on a les droits de lecture et d'écriture en tant que route. Alors là, on les a quasiment tout le temps, forcément. On a les droits de lecture et d'écriture, même en tant que groupe d'utilisateurs de ce logiciel. Par contre, tout le monde ne peut pas venir l'écrire. Si on est simple utilisateur, on ne va pas pouvoir le modifier. Voilà, donc ça c'est fait. Comme ça, on a déjà aussi un gestionnaire de fichiers plus pertinent. On va juste vérifier qu'il a bien gardé nos paramètres. Alors, si on vient là, clac, eh bien non, c'est bien ce qui me semblait. Donc, autre, droit d'accès, on recommence. Non, c'est ici le bouton droit, autre, droit d'accès, voilà, on va y arriver. Autre, droit d'accès, voilà, on vient le cocher, on remet ça ici. Quand on en a l'habitude, sinon il est très bien complètement à droite. Mais surtout, on va retourner dans Contrôle, configurer Dolphin ou ajuster les propriétés d'affichage et lui dire que on applique les propriétés d'affichage à tous les dossiers. Et on coche comme quoi c'est notre affichage par défaut. Appliquer, oui, OK. Et ça, cette fois, ça nous confirme que par défaut, on a cet affichage-là. Voilà, nickel. Mais que de toute façon, si on fait CTRL et la roue de la souris, on peut énormément grossir les dossiers. Donc, s'il y avait des images, on enverrait les aperçus. Et puis, sinon, on voit qu'ici, on peut passer véritablement 100% en icône. OK? Voilà, donc on a un bon gestionnaire de fichiers, vraiment utile. On voit que notre corbeille est remplie, donc on va la vider. Elle est rouge. Voilà, pour qu'il ne pose plus sans arrêt la question, on coche la petite case, et voilà. Donc voilà. Alors maintenant, on a vraiment les bases de notre PC, même pour une utilisation standard, si je puis dire, normale, de navigation, de choses comme ça. Ben, je trouve que là, on a quelque chose d'assez percutant, parce que si on voit quelque chose sur un site, regardez le Sublime Text, il a une petite force particulière, si je puis dire. On va, je sais pas moi, allez, Kubuntu. Voilà. On voit dans le site Kubuntu quelque chose qui nous plaît. Voilà, il y a une partie de texte qu'on veut mémoriser. Hop, eh bien, on fait CTRL-C pour copier. On ouvre notre Sublime Text rapidement et on fait CTRL-V. Donc, on a copié du texte. Je ferme le Sublime Text sans toutefois avoir enregistré quoi que ce soit a priori. Eh bien, quand je le réouvre, on retrouve notre texte qu'on a collé là. CTRL-T pour ouvrir un nouvel onglet, ou Shift CTRL-T, CTRL-N peut-être. Voilà, CTRL-N pour ouvrir un nouvel onglet. Hein, et donc, on peut ainsi mémoriser des tas de choses. Voilà. Je referme cet onglet, Close Without Saving. Et celui-là, ben, soit je pourrais l'enregistrer, mais on voit qu'on a un rond. Ça veut dire que ce qu'on voit là n'a jamais été enregistré. Maintenant, si je l'enregistre, enregistrer,
Alors, il va nous poser ça, je ne sais pas, dans notre bureau, comme ça, on ne le cherchera pas, on l'appelle UU. UUU, voilà, save, voilà. On voit que le petit rond s'est transformé en croix. Bon, je ferme, voilà, et on supprime. C'était juste pour vous montrer un petit intérêt rapide de Sublime Text. Voilà. Maintenant, action. À savoir, on va poser le serveur local. Alors, il y en a beaucoup qui connaissent déjà des trucs comme WAMP, c'est des systèmes tout en un, d'un serveur Apache local, avec PHP-MyAdmin, etc., même un FTP. Mais aujourd'hui, le plus performant, c'est AMPPS. C'est le grand successeur, on peut le voir, de WAMP, MAMP et LAMP, tout réuni. Et surtout, il inclut quelque chose qui est très intéressant, qui est Softaculous AMPPS. Donc, bon, on ouvre la page en question, CTRL-SHIFT et clic pour ouvrir dans un nouvel onglet et lire directement. Si on fait CTRL, je vais dans la page download juste avec CTRL plus clic, ça ouvre l'onglet, ici on l'a vu, mais par contre on n'est pas dedans automatiquement. Vous voyez la différence? CTRL plus clic, ça nous ouvre l'onglet, mais il faut aller dedans après. Voilà, alors ça peut être utile si on a plein d'onglets à ouvrir, mais CTRL Shift clic et on est directement dedans. Bien, download. Alors là, pareil, il faut chercher la version qui nous va le plus. Hein. Voilà, c'est la 3.8. Ici pour Windows, ici pour Linux. Alors, ici, on l'a. Voilà, download, installing, voilà. For Linux 64, download package below. Je suppose below, j'ai le doute. J'ai le doute. Je ne sais plus si ça veut dire au-dessus ou en dessous. Below. On va mettre trad. Below. Au-dessous. Ouais, bien fait de vérifier. Sinon, là, ça allait être la version 32 bits. À mon avis, à notre niveau, ça ne change pas grand-chose. Mais bon, allez, on télécharge la 64 bits. Ça sera un petit peu mieux. Voilà. Alors, il nous demande de confirmer l'enregistrement. Alors, c'est un point run. En principe, on peut cliquer ici et ça fait run. Sous Windows, ça marche, ça. Mais sous Linux, on va voir que malgré que j'ai cliqué et qu'il prétend faire l'ouverture dans 15 secondes, eh bien, il n'en fera rien du tout. Donc, on va se rendre directement, on va gagner un peu de temps, on va se rendre directement dans le dossier où il a été téléchargé. Donc, logiquement, le dossier téléchargement. Voilà, pour l'instant, il est non confirmé, il est en route. Voilà, ça c'est ce que je vous disais. Pour des raisons de sécurité, il ne sera pas lancé. OK. On garde la page de AMPPS, là, au cas où on en a besoin encore derrière. Et puis, donc, on va faire bouton droit de la souris sur le programme, parce qu'effectivement, on voit bien qu'on n'a pas le droit d'exécution. Propriété, droit d'accès, et on va le rendre exécutable. OK. Et cette fois, on peut faire clic-clic et on peut faire exécuter. Voilà. Alors, il dit impossible de créer le répertoire, permission non accordée. Ça veut dire qu'il faut être root. Ça veut dire en tant qu'utilisateur avec le plus haut niveau de privilège. Est-ce qu'on peut ici faire parmi les actions une action qui consiste à le lancer en tant que root? Non. Alors c'est pas grave, on fait F4, on se trouve directement dans le dossier téléchargement et sous Linux en console sudo su. On tape le petit code qui va bien, le plus court possible, hein, on en a besoin sans arrêt. Et pour lancer un point run, on fait tout simplement point slash et le nom du programme. Alors là, comme on en a qu'un dans le dossier, il suffit de taper un A puis tabulation. On voit que ça auto-complète automatiquement le nom complet du fichier, puis tant mieux parce qu'il était un peu compliqué, et on fait entrer. Donc là, ça travaille. Voilà. On fera le ménage plus tard. Et on va juste préparer un nouvel onglet ici. Voilà. Donc voilà, AMPPS s'installe. Alors, après, la question qu'on se pose quand on installe un truc, c'est où est-ce que je vais aller le chercher? Alors, si on lit la doc de AMPPS, il doit certainement le dire.
voilà, installing, AMPPS, ici, là, voilà, installing, voilà, voilà, puis il doit donner certainement les types d'installation sous les différents systèmes. Donc pour l'instant, on attend de voir. Peut-être ce que je vous ai dit juste avant, hein, notamment, si on revient en haut, on passe à la page 2, ici, installation. Ouais, non, c'est ça, c'est la même chose. Mais là, c'est sous Windows, apparemment. Normalement, il y a quelque part. Setup. Voilà, on doit être root, effectivement, même pour le lancer. Oh, peut-être ici. Doc. Non, bah, on va retomber là. Bon, il a fini peut-être pour l'instant. Non, toujours pas. Donc, le temps qu'il fasse ça. Ah, voilà, ici. Documentation, installing, voilà. Un Linux. Donc, voilà, hein, si vous oubliez un détail, il suffit d'appliquer. Alors, c'est vrai, c'est en anglais, malheureusement. Mais voilà, on trouve la formule magique là pour lancer l'exécutable. En tant que sudo, ça veut dire comme si on était le root, même si on n'y est pas dans la console. Par exemple, ici, je suis root, hein, c'est marqué là à gauche, vous voyez ici. Si je sors exit, comme les exits de secours, il y a marqué LI, bon pseudo là-dessus. Et là, on voit que c'est coloré en plus, c'est bien plus joli. Mais là, ça veut dire que je ne suis pas root. Alors, ça dépend des consoles. Hein. Peut-être que la vraie console, ici, on va voir si c'est le même style. Mais parfois, quand on est root, c'est en rouge. Mais on peut aussi paramétrer la console pour qu'elle ait les thèmes qu'on veut. Donc, voilà. Alors, donc, on est dans la console. Par contre, ici, on est dans notre dossier ls liste. Alors, ls, retenez, c'est la liste détaillée. Voilà, là, on est dans notre dossier d'utilisateur. On voit hein, le dossier document, téléchargement, etc. Alors qu'ici, on est directement dans le dossier téléchargement. Pour passer d'un dossier à l'autre, pour descendre par exemple dans le dossier téléchargement, on tape cd, espace, T majuscule, puisqu'on voit que c'est en majuscule. Puis c'est une deuxième différence avec Windows. Celle-là d'ailleurs, c'est souvent source de problème quand on a quelque chose qui marche d'un côté, c'est-à-dire chez Windows. Si notre serveur local, il est sous Windows, avec l'Aragon notamment, hein, comme vous l'avez peut-être déjà vu dans une autre vidéo ici, eh bien ça marche. Puis sous Linux, ça ne va pas marcher, parce que Linux en plus est sensible à la casse. Ça veut dire qu'il distingue le T minuscule du T majuscule. Donc il faut respecter la casse dans Linux. Et là, tabulation pour autocompléter, et on a la même chose, c'est-à-dire on est dans le dossier téléchargement. Pour remonter d'un dossier, c'est cd. Et là, on remonte d'un dossier. Vous voyez, je vais aller dans Home. Et comme on est root ici, on le voit donc à gauche de l'arrobas, on peut vraiment faire ce qu'on veut, c'est-à-dire y compris des bêtises fatales. Il faut faire là plutôt attention. Quand on ne sait pas, on ne fait pas. Donc je redescends dans li. T, tabulation, voilà. Petite info, si on doit refaire une commande qu'on a déjà fait, deux solutions. Soit elle est directement, on sait qu'on l'a tapé il n'y a pas longtemps, on fait la flèche en haut du clavier. Donc, et ça nous montre les commandes qu'on a fait juste avant. Et si ça fait longtemps qu'on a fait la commande, mais on sait qu'on l'a déjà fait, on peut faire hist, tabulation, ça nous donne l'historique. Et là, on a toutes les commandes qu'on a déjà tapées dans notre console, que ça soit celle-là ou celle dans Dolphin, c'est la même console. Hein. Si je fais historique ici, alors ce que je vais faire aussi, comme on a notre console ici, je vais faire action supplémentaire, conserver au-dessus des autres, comme ça. Voilà, conserver au-dessus des autres, j'ai dû faire une bêtise, ou alors ça met du temps. Du coup, c'est ça qui reste là. Bon. Si je fais HIST tabulation ici, voilà, on n'a pas la même chose. Oui, mais peut-être que c'est parce que il faut... Voilà, ouais, c'est juste le temps. Ouais, des fois, ça me fait ça, j'ai encore pas bien compris comment supprimer cette fenêtre. On va pas rebooter pour autant, elle va bien, je sais pas, finir... c'est quand je clique trop vite. Alors, donc, allez, on fait simple, on avance.
Elle ne nous gêne pas trop, peut-être que non. Bon. Si, j'ai une solution. On va refaire la console. Voilà. On va la remettre là par là. Voilà. Et puis on va refaire l'action supplémentaire. Voilà. Comme ça va se substituer. Alors nous, ce qu'on voulait, c'est conserver au-dessus des autres. Et ici, voilà, comme ça on a notre console ici. Et on l'a de toute façon également ici. Donc on va dans le dossier téléchargement. Alors on voit qu'on voit vraiment tout là maintenant, y compris les fichiers secrets, là les points quelque chose. Je vais dans téléchargement. On a notre console ouverte automatiquement ici. Et on va lancer, on l'a lancé, ça y est, donc c'est fait. Donc AMPS est lancé. Alors, subtilité pour lancer AMPS, comme on aurait pu le voir si on avait lu toute la doc, c'est d'aller dans le dossier où il a été posé, c'est-à-dire ici. Voilà. Shift CTRL V pour copier dans la console, CTRL C sur le site, et puis Shift CTRL V, donc on est dans le bon dossier. Et il faut être root, donc sudo .AMPS, AMPPS, AMPPS, voilà. Et là, boum, le mot de passe, on le sait à chaque fois qu'on agit en tant que root, ou très très souvent, sauf si on l'a fait récemment. Voilà. Et là, donc, ça démarre. On voit un petit dessin qui apparaît ici. Et puis, on voit que notre AMPS s'est bien lancé. Et on découvre qu'on a bien notre serveur Apache. On a un PHP qui date un peu, 5.6, mais ça peut être utile si on veut travailler sous cette version ou reprendre un script qui n'est pas encore adapté pour le tout dernier PHP, qui à la date de l'enregistrement est le 7.2 ou 7.2. Et puis on a notre serveur MySQL pour les bases de données. Lui, on voit running. C'est plutôt bon signe, lui il démarre. Par contre, on voit que notre Apache, il n'a pas voulu. Alors je clique sur l'engrenage, je relance le démarrage de Apache. Apache configuration a changé, qui me dit, je lui dis go. Je clique sur l'onglet ici et on voit que véritablement et résolument, il ne veut pas démarrer notre serveur Apache. Alors là, pas de problème. On tape AMPPS Apache doesn't work. Voilà. On prend le premier lien qui vient. Et effectivement, ça c'est une petite défaillance de AMPPS qui est tout récent, je rappelle. C'est qu'il ne marche pas. Il ne marche pas directement. Alors ce qu'on va faire, on va appliquer bêtement CTRL-C, ce traitement-là, Shift CTRL-V, boum. On va faire ça, ça fait un backup, apparemment une copie, un enregistrement, je ne sais pas trop, mais c'est pas grave, boum. Le mot de passe qui va bien. Voilà, vous voyez, prenez le simple mot de passe. Je ne sais pas si vous avez remarqué, en 5-10 minutes, là, on l'a tapé au moins 20 fois. Voilà. Et le petit dernier pour la route. Heureusement qu'on peut copier de l'un à l'autre, Shift CTRL V dans la console, et c'est parti. Voilà. On ferme notre AMPPS, yes, pour juste avoir le plaisir de le relancer. Voilà. Le temps de finir le café. Et ça va être terminé. Donc ici, on se prépare. On est dans le bon dossier. Et on lance. On peut voir qu'on fait tout ça sans véritablement jamais rebooter. Et là, bonne nouvelle, hip hip hip, on a bel et bien notre Apache qui est running et notre PHP qui l'est également. On voit bien que c'est vert et pas rouge, donc ça tourne bien. Alors, concrètement, ça veut dire quoi? Ça tourne bien, ça veut dire qu'on a un serveur local. Ce serveur local, on a pour habitude, si je puis dire. Alors maintenant, on n'a plus besoin de ça. Alors, CTRL W pour fermer cet onglet, CTRL W pour fermer celui-là, CTRL W pour fermer celui-là. On a pour habitude de l'appeler localhost. Voilà. Et donc, effectivement, on voit qu'on a quelque chose. À titre d'info, si je réouvre mon truc là et que je lui dis Apache, tu l'arrêtes. Voilà, il est stopped. Si j'actualise ma page dans mon navigateur, ça normalement, voilà, ça donne ça. C'est comme si on tape une adresse de site complètement bidon. Si, il y a Google qui prend le dessus pour dire qu'il va essayer de le trouver, quoi. Mais bon, on voit bien que ça marche pas. Donc je remets en route et notre serveur Apache fonctionne.
Et du coup, c'est instantané, hein, quasi. Si j'actualise, voilà. Donc on voit qu'on a des choses qui semblent normales. En fait, qu'est-ce qu'on a ici? On a tout simplement accès à un dossier qui se trouve dans user local AMPPS www. Regardez bien, dans ce dossier, on voit qu'on a, on va faire comme ça on va y mettre à droite, ça on va y mettre à gauche. Dans notre dossier, on voit qu'on a CGI bin et error, deux dossiers. Ben voilà, on les retrouve là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi que si ici je fais nouvel onglet, nouvelle fenêtre. Alors, on voit surtout aussi qu'on ne peut pas créer un nouveau dossier, fichier. On ne peut rien créer parce qu'effectivement, par défaut, les dossiers sont protégés. Alors, ce qu'on fait dans ces cas-là, on quitte la console, ls-l, et effectivement, là où il y a nos www, on voit qu'on a le R qui veut dire lire, W qui veut dire écrire, X que pour root. Ça veut dire que nous, en tant qu'utilisateurs, ici, on n'a pas de droit. On a juste le droit de le lire. Effectivement, on le lit, mais on ne peut rien faire. Alors, ça, il faut la connaître par cœur, cette formule. On va lui dire que le dossier W et tout ce qu'il y a en dessous, on veut qu'il soit complètement... On fait ce qu'on veut dedans, hein, c'est à nous. Alors, on fait chmod -r 777, ça veut dire on lui donne tous les droits de lecture et d'écriture. Je rappelle qu'on est en local, dans une machine test, etc. Il y a très très peu de chances qu'il y ait quoi que ce soit de confidentiel, donc il n'y a vraiment aucun risque de sécurité. Et qui plus est, moi je suis dans une box là. Et puis donc, nous ce qu'on veut, c'est le dossier www. On fait ça, modification des droits. Alors, non permis, parce que là je suis lit en vert, il faut que je sois root sudo. Il va me demander, voilà, il ne demande pas le code parce qu'on l'a tapé récemment. Et vous voyez, directement ici, on voit qu'il y a tous les WX, etc. Et la différence, c'est que si maintenant je fais bouton droit de la souris dans le dossier, je peux toujours, tout de suite, créer un nouveau dossier, fichier texte, fichier HTML direct. Donc, tiens, on va prendre un fichier, on va l'appeler, saisir le nom du fichier, site test, parce que c'est, vous allez voir, c'est une page de test, certes, mais c'est surtout si j'actualise site texte. Par contre, je vois quelque chose qui ne me plaît pas, c'est qu'on n'a pas l'extension là. J'ai dû me tromper. Renommer, voilà, renommer. Je vais lui dire que ça, c'est un point HTML. Voilà, site text.html. Et si ici j'actualise, on a site text.html. J'ouvre. Bon. On n'a pas grand-chose. Par contre, on voit qu'on n'a pas non plus de symbole d'erreur. Je prends le petit sublime texte qui va bien. Voilà. Alors, hein, pour ceux qui n'ont pas bien vu, on repère ici le chemin USR local AMPPS. Donc ici, on va lui dire fichier, ouvrir un dossier, la racine, USR, OPQRST, il doit être par là, local, AMPPS et W. On va ouvrir carrément à ce niveau-là. Ouvrir, open. Et là, on voit qu'on a notre fichier. Alors, en général, l'éditeur de texte, on le met à gauche. Je passe d'une position à l'autre avec la touche Windows, flèche à droite pour le mettre à droite, flèche en haut, ça va le mettre comme ça, flèche à gauche, ça le met comme ça. Si on a plusieurs écrans, on refait flèche à gauche, ça passe sur l'écran de gauche. Voilà, mais Windows, flèche à gauche, hein, bien sûr. Voilà, donc on est ici. Alors, on retrouve l'architecture hyper minimaliste d'une page web. On va lui donner un titre. On va l'appeler site test, je crois. Voilà, site test. Je ne sais plus comment on a appelé dans la doc. c57.fr. Alors, possible qu'au moment où vous verrez la vidéo, eh bien, la page, tout aura changé. Hein. Voilà, c'est tout à fait possible. Outils. Voilà. Et votre première page web, donc c'est plus d'infos. Je crois que c'est ici qu'on l'a fait pour l'instant. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est pour les gens qui ont l'Aragon. Il y a quelques facilités. Et on l'a appelé site test. Ouais, voilà. On fait un dossier site test, une page site test. Voilà, site test. Alors, donc voilà notre page de test ici. Si j'actualise, ben voilà, maintenant... C'est toujours pareil parce que, bien évidemment, il faut quand même, ici, on va y arriver, CTRL-S, enregistrer. Et si j'actualise, voilà, on a là-haut dans l'onglet Site Test.
Ici, c'est le body, ça veut dire le corps, hein, en anglais. H1. Alors, il y a un truc qui est super sympa. Bon, là, on va pas rentrer dans les détails, mais voyez, je dois faire un H1, un gros titre, ici, et puis je dois fermer le H1. Bon, déjà, on voit que ça marche. Enfin, du moins, ça marche. Ça le fait, il s'est fermé tout seul. Mais par contre, il existe un truc absolument magique qu'on appelle le emmet. Par exemple, si je dois faire une liste, vous savez, les listes numérotées, ordered list, ordered list, LI, 1, on ferme cet item, cet élément-là, li 2, on ferme cet item, et donc, ah oui, c'est vrai, ça ferme tout seul. J'oublie ce détail. Ok, voilà, et qu'on ferme maintenant la liste numérotée. Décidément, je veux fermer moi-même mes tags, mes balises. Voilà, donc voilà, on a une petite liste numérotée. Mais vous avez vu tout ce qu'il faut taper? Bon, en fait, il n'y avait pas le choix il y a quelques années. Mais Shift-Ctrl-P, de nos jours, on peut installer. Donc, on va faire Package. On va installer un package. Install Package. Voilà. Qui s'appelle Emmet. Emmet, le voilà. Voilà. En bas, on voit que ça clignote de tous les hauts, etc. Et ça, c'est vraiment magique. Voilà. Please wait. Hop, il nous dit que tout va bien. Voilà. J'efface tout ça. Regardez, je le refais de la même façon, mais OL, LI fois 2, tabulation. J'ai loupé pour CTRL Z. Peut-être faut pas faire... Ah bah oui, j'ai pas mis mon 2. Voilà. LI fois 2. Et là, j'ai juste à faire 1, 2. Et on a le même résultat. Hein. Je vais mettre 2 ici, puis 1 ici, qu'on voit la différence. Mais j'ai bien exactement le même résultat. Donc, si on a une grande liste à faire, hein, on peut faire UL si elle n'est pas numérotée. Li fois 5, et puis item, je crois que c'est dollar, item dollar, non, CTRL Z, item dollar, non, CTRL Z. Il y a un truc pour faire que ça numérote en plus, je crois peut-être comme ça. Enfin, il faut réétudier le emmet, mais c'est vraiment valu parce que d'un seul coup, on va avoir une liste où dedans, voilà, on a carrément une balise item. Bien, voilà, donc c'était une petite parenthèse et c'était donc, alors là l'intérêt, voilà, c'est ça, c'est à quoi je voulais en venir. On fait H1, tabulation, et puis site test. Voilà, en français ce serait plus comme ça, et notre première page web. Voilà, CTRL S, bien joué, j'ai oublié de fermer mon tag, donc du coup, là je suis presque obligé de le fermer complètement. Voilà, et là du coup, ben, on a notre première page web. On voit un petit problème non négligeable, c'est que l'accent il est complètement mal encodé. Alors c'est une petite subtilité. Ici, il faut faire un meta char7 égale UTF8. Voilà. C'est le type d'encodage actuel. Par contre, je suis pas sûr que ce soit comme ça. Toujours pas. Bon, hop, pas grave. On va prendre l'exemple là-dessus. Afficher le code source. Bouton droit de la souris. Où est-ce que je me plante? Ah oui, bien joué, Météa. Météa, ah, c'est joli. Mais c'est pas du tout ce qu'on voulait. Et là, hop, normalement, char7 égale UTF8. Il y a un tiret, donc je l'avais mis, puis c'était pas là l'erreur. Voilà, CTRL S. Et donc ici, on va y arriver. Ah, mais c'est pas vrai. Méta. Il était bon le café, il y avait du café. CTRL S. Actualiser. Voilà. Ok, on a enfin réussi. Notre première page web. Parce que, aussi bête que cela puisse paraître, hein, si on regarde, bouton droit de la souris sur notre page web, ici, et inspecter, donc Chrome, ça ouvre l'outil de développement, on voit ce code source-là. Et si on regarde une vraie page web, celle-ci par exemple, et bouton droit ouvrir, je ne vais pas le refaire, mais on a exactement la même chose, c'est-à-dire on commence avec la balise, je vais la mettre ici, celle-là à gauche, hein, qu'on compare, voilà, et celle-ci à droite, voilà, on a bien une balise HTML, une balise id dans laquelle on va trouver le titre du document, il est ici, alors bien sûr notre page elle est rudimentaire, mais on voit bien que c'est exactement, entre guillemets, la même technologie.
Ici, il y a beaucoup plus de choses. Le contenu aussi est sans doute plus long, voilà. Mais sinon, on a pareil, hein, la fin du EDC qui enchaîne sur le body, le corps de la page. Ben, de la même façon, on a la fin de notre en-tête et le corps de notre page. Donc, on a là une véritable page web que si on a un serveur, un hébergement quelque part, on a juste à faire un coup de FTP pour l'envoyer. Alors maintenant, on va faire quelque chose d'un petit peu plus compliqué, mais néanmoins nécessaire. En effet, AMPPS, là, c'est un serveur très, très valu. Je vous l'ai dit tout à l'heure, localhost. On revient dans la racine et cette fois, on va faire /AMPPS. Je ferme et j'agrandis. Donc, on est dans notre serveur local et on voit ici un ensemble de choses qui permettent de faire plein de choses, plein de configurations. Par exemple, notre site test, on va l'ajouter à domaine, on va l'ajouter ici, site test. Alors, pour plus de simplicité, on va tout mettre en minuscule pour qu'on n'ait pas d'erreur à ce niveau-là. On voit qu'il va nous faire un dossier site test. On ne veut pas que ce soit un SSL, hein, c'est juste un test. Et on lui dit add domaine. Voilà, c'est fait. Il nous a ajouté un nouveau domaine. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Si on regarde les dossiers, il nous a ajouté le dossier site test dans lequel il a mis juste un dossier pour mettre des scripts. Notre page, on va la faire passer dedans. La page qu'on a fait juste avant. Déplacer ici. Accès refusé. Ah, toujours cette histoire de droit, hein, je vous l'ai dit, faut, sans arrêt. Alors hop, on relance cette petite mécanique. Et là, il va vouloir déplacer ici, voilà. Donc on a notre page site test HTML qui est dans ce dossier site test. Si je reprends mon navigateur et que je retourne dans localhost site test, ici, bah, elle ne marche plus puisqu'elle n'y est plus. Donc ça nous dit qu'il n'a pas trouvé notre fichier. Par contre, maintenant, on a site test, un dossier site test. Et là, on voit que ça fonctionne. On voit que ça fonctionne, mais ceci dit, il faut recliquer sur site test. Alors, notre fichier, au lieu de l'appeler site test, on va l'appeler index.html. Et là, automatiquement, juste en tapant ici le nom du dossier, on voit bien qu'on est dans notre site, dans notre page web. Maintenant, on va faire encore plus fort, donc on va faire en sorte qu'on ait juste à taper site test. Quand on fait du dev, c'est hyper pratique d'avoir des URL les plus simples possibles. Et puis même à l'usage, hein, un site où les URL sont plus simples, plus lisibles, c'est toujours plus sympa. Et là, on voit une chose. On a bien ajouté dans notre zone d'administration de notre AMPPS, là, le nouveau domaine, site test. Mais par contre, on voit que ça ne fonctionne pas. Alors, c'est pas grave. Il suffit, avec notre éditeur de texte préféré, de faire, non pas un nouveau fichier, de faire fichier, ouvrir un fichier. Et lui, on va aller le chercher dans la racine, dans ETC, directement dans le PC, hein, ETC, et il s'appelle host. Alors, il faut descendre, là c'est un gros dossier, host avec un S tout court, ici, open. Et là, on voit tous les sites qui sont configurés. Alors, on va lui mettre ici 127.0.0.1. On voit que jusque-là, il n'y avait que localhost qui marchait. Ma box, elle s'appelle comme ça. CTRL-C, ça veut dire que si je vais à cette URL-là, CTRL-V, ça marche aussi. Dans un deuxième temps, ici, voilà, maintenant ça marche. C'est la même chose que si on tape localhost. On peut retourner dans notre site. Voilà, puis là, on a live-virtual site test. OK. Mais ici, donc, on va y ajouter tout simplement notre site test. Voilà. Enregistrer. Alors, comme c'est un dossier système, il nous demande le mot de passe. 1, 2, 3, 1, 2, 3. C'est l'intérêt de Sublime Text, là, notamment, on n'a pas besoin de ressortir. Je ne sais pas si ça va marcher directement. Ouais, ça marche directement. Ouais, mais je ne suis pas convaincu que ça soit ce qu'on voulait, parce que normalement, on aurait dû avoir ça. Donc, dans le doute, on va reprendre notre AMPPS. On va reprendre le menu, là. AMPPS. Voilà. Et on va relancer la page. Donc on met l'engrenage et on lui dit de restarter la page, le serveur Apache. Et là, on va voir si, tac, supr,
Voilà. Cette fois, on le constate, hein. On est bien dans notre page, hein. La preuve, hein, c'est que si dans notre page, qui s'appelle plus comme ça maintenant, mais qui s'appelle index.html, celle-là, je peux la supprimer, close without saving. Si je fais un deuxième paragraphe CTRL S, j'actualise à droite, ben ça marche, notre page web fonctionne. Elle est hyper rudimentaire, hyper simple, en tous les cas, elle fonctionne, et ce, avec une URL très très simple. On va en profiter pour préparer, si je puis dire, deux zones un peu spéciales qu'on va positionner avant. C'est 127.0.0.1 et la première, on va l'appeler AMPPS et la deuxième, 127.0.0.1 et elle, on va l'appeler PMA. On verra un petit peu plus tard, mais comme on devra le faire, autant que ça soit déjà fait. Il y en a une, c'est très très simple à voir, c'est PMA, c'est ici, quand on fait localhost slash phpMyAdmin, ça va dans le gestionnaire de base de données. Voilà, c'est ici qu'on va pouvoir faire une nouvelle base de données, lui donner un nom, lui donner un encodage, et hop, créer, puis ça y est, notre base de données est créée, on va pouvoir stocker des tas de données là-dedans. Mais en tous les cas, l'URL, donc on a vu localhost phpMyAdmin. Nous, notre objectif, comme on en a besoin, bah, ça dépend ce qu'on fait, mais c'est pratique d'aller rapidement sur phpMyAdmin. Donc, on veut que quand on tape PMA, eh bien, ça va nous faire ça. On va recharger la page, voilà, et on va actualiser, et on voit que ça n'y va pas davantage pour l'instant. Parce qu'on l'a bien, il est reconnu, mais il est reconnu au même titre que localhost ou live virtualbox, je ne sais pas quoi là, mais pas pour aller dans notre phpMyAdmin. Pour y arriver à ce niveau-là, il faut retourner dans Fichier, ouvrir un fichier, que cette fois on va trouver dans User local, AMPPS, Apache, Buin, plus conf, ouais c'est ça, conf, extra, et là on a nos alias, et nous ça s'appelle un virtual host, donc VH là. On ouvre ce fichier là, et là bon, on va pas se faire flic, hein, on va copier complètement celui-là, même tout ça d'ailleurs, tac, on va prendre une ligne de plus, CTRL C, voilà, CTRL V, voilà, et ben celle-là on va la laisser pour le site test. Mais ici, on va en profiter pour lui dire que là, ben nous, ce qu'on veut, quand on va à cette URL-là, on veut phpMyAdmin. Voilà, tac, tac, tac. Voilà, alors nous, c'est pas ça, là, c'est PMA. Alors, un petit truc qui est super sympa, j'aurais dû le faire avant d'ailleurs, script alias, ici. Alors, on va le faire ici pour le document route. Et puis ici, mais on va l'effacer cette ligne, mais regardez, j'ai fait un double, je peux sélectionner ça, je sélectionne les deux lignes en même temps là, en fait, vous voyez, je supprime ça pour y remplacer par phpMyAdmin. Alors le double curseur, c'est parfois pratique, j'aurais pu l'utiliser juste avant. Voilà, ça par contre on n'a pas besoin, donc CTRL X pour supprimer la ligne, ouais, ça on peut laisser, ça ne coûte rien. Et puis moi j'aime bien par contre que ce soit indenté ici. Hop, on fait tabulation. Voilà, tabulation. J'ai oublié celle-là. Tabulation. Voilà. Donc CTRL S, pareil, il va falloir mettre le code à tous les coups. Voilà, je suis en majuscule. Je ne sais pas si ça va poser problème. Et on fait ça, mais bien évidemment, il faut relancer notre Apache. Ah, j'ai dû faire une erreur quelque part. phpMyAdmin, user local, PMA, user local, AMPS. Oui, je sais, je crois. C'est dans MPS, phpMyAdmin, M majuscule, A majuscule. Alors, directory, n'oublions pas phpMy. Bien joué. Pour
pourquoi je ne peux plus écrire. Ah voilà. Ah mais je suis déjà en majuscule. D'accord. My admin. Voilà. Et on aura certainement le même problème. J'aurais pu là encore my admin. CTRL S. Alors comme là, on touche le système, on remet le mot de passe d'une part. Et d'autre part, on relance notre serveur. On actualise. Et là, magique, quand on doit faire PMA, ici, on doit aller dans nos bases de données. On sait que c'est PHP My Admin. Notre acronyme, c'est PMA. Et paf, on est directement dans notre gestionnaire de base de données. Pour l'instant, il n'y a rien dedans, hein, on le sait, on s'en doute. On a donc notre base de travail. Maintenant, ce qu'on va faire, simplement pour conclure, on va déjà faire un peu de ménage. Alors, on garde notre éditeur Sublime Text parce qu'il y a accès à ces fichiers dont on va avoir parfois besoin et même assez souvent. Donc, par contre, notre page site test, on peut la fermer ici. On garde ces deux fichiers-là sous le coude. Par contre, on peut fermer l'éditeur. Notre page PMA, on n'en a pas besoin maintenant. Notre site, on l'oublie un petit peu. Et on va rester et s'intéresser maintenant un petit peu plus à notre... alors, double-clic sur la barre des titres, agrandit notre navigateur. On va rester un petit peu sur ce AMPPS. Là, on va revenir à l'accueil en cliquant soit sur AMPPS ici, soit sur PHP, ça fait la même chose. On arrive à cette partie-là, qui nous permet d'administrer notre serveur, notamment s'il nous faut des librairies, PHP config ici, etc., etc., des tas de choses. Mais bon, restons simples pour le moment. Par contre, on va découvrir quelque chose qui est un sacré plus de notre AMPPS, c'est Softaculous. Alors, je crois que c'est comme ça. Enfin, c'est le truc qui permet d'avoir ici accès à plein d'applications. Par exemple, vous connaissez très certainement le programme de blog open source qu'est WordPress. Eh bien, quand on clique dans la rubrique WordPress, hop, le premier, c'est WordPress. Et là, on a deux solutions. Très facile. Bon, je clique ici sur WordPress, j'aurais pu cliquer ici, c'était pareil. On a deux solutions, soit en voir la démo, bon, déjà des explications, mais c'est souvent en anglais, hein, pour les purs francophones, c'est donc un petit problème. Néanmoins, si on clique sur démo, hop, on va se retrouver dans une appli, voilà, refresh de page. Alors bon, là, bug, not found. Bon, bah celle-là ne marche pas. Mauvais exemple, donc. Alors ça arrive, hein. Ceci dit, ce n'est pas grave parce que si on veut l'installer, install now. Et hop, on indique l'URL qu'on veut lui donner, etc. Et AMPPS va tout régler. Et si vous regardez donc, rien que pour les blogs, il y a WordPress, mais il y a OpenBlog, il y en a des tas et des tas et des tas. Et surtout, donc, c'est valable dans tout type de programme. Ici, on est dans les blogs, mais pour un forum, moi, personnellement, j'aime bien un qui s'appelle SMF, Simple Machine SMS. On aura un petit peu plus de chance pour la démo. Voyons voir. Ouais, on a un petit peu plus de chance. Voilà le type de forum qu'on a avec SMF. Alors, lui, il est particulier au niveau de la programmation. Alors, comme on peut le voir, il n'y a pas de page d'accueil à proprement parler. Par contre, il nous dit qu'avec admin et pass, on va pouvoir se loguer. Donc, en plus, ça va se rafraîchir automatiquement. Oui, mais ça fait rien de plus. Bon, on va cliquer sur admin panel. Et là, on va se loguer. Donc, admin pass. C'est très souvent ces deux mots-là, hein, pour se loguer. Et donc, on est carrément dans SMF. On voit tout de suite si c'est quelque chose qui va nous plaire ou pas, etc. Voilà. Pour un forum, franchement, il est excellent. Drôle de façon d'être programmé. Néanmoins, il est quasiment tout en PHP orienté objet. Ça, c'est bon. Mais par contre, autant sur Laravel, sur des tas de frameworks, y compris celui qu'on utilise pour C57.fr, October CMS, on joue sur la modularité, c'est-à-dire un découpage complet, modèle MVC, modèle View Controller. On essaye de séparer le traitement métier au traitement des vues, de l'affichage des pages, etc. Autant eux, ils ont opté pour que quelques fichiers, si on regarde au niveau du script, si on l'installe. Donc voilà, on a vu ici le moyen, donc juste de le visiter, hein, 9 fois sur 10 ça marche. Hein, par exemple, MyBB, c'est un vieux forum, mais hyper... bon, pas de pot, décidément. Suivant, AEF, je ne connais pas du tout. Cliquons, démo, voilà.
9 fois sur 10, ça fonctionne. Bon, pour l'instant, on fait du 2 sur 4. Mais de toute façon, on a l'option, toujours, et quoi qu'il advienne, d'installer quasiment avec un clic, en renseignant peut-être la base de données. Bon, voilà. Un autre forum qui ressemble d'ailleurs assez à SMF, etc. Bon, bref, et il y a comme ça des programmes dans tous les domaines. On va faire un petit wiki, boum. Ici, on a DocuWiki, WikaWiki, MediaWiki. Au niveau des jeux, je ne sais pas trop ce qu'il y a. Jeux d'échecs, apparemment. Enfin, bref, détail d'état, organisation, éducation. Voilà. Suivant vos centres d'intérêt, vous pouvez à loisir, alors là, on peut vite y passer des heures. Je ne sais pas combien il y en a au total, mais une quantité impressionnante. Nous, par exemple, le portail CMS qu'on utilise dans C57, c'est October CMS. Eh bien, j'ai eu la joie d'observer qu'il y était également. Par contre, c'est pas bien classé ici, alors on en bave un peu pour le retrouver. Le voilà, October CMS. Et bon, pour ceux qui sont déjà allés un peu plus loin et qui le connaissent un peu, ben voilà, on connaît totalement notre. Voyons voir si la démo fonctionne pour October CMS. Ouais, on a de la chance. Bon, admin pass, comme d'habitude, quoi, comme souvent. C'est pas tout le temps le cas. Il peut y avoir des petites variations. Il met un petit temps pour nous rafraîchir une monture juste pour notre utilisation, dans laquelle on va être limité. On ne peut pas uploader des fichiers, même si on le sait, dans le back-end, il y a un média, une zone média pour y sauvegarder les fichiers, mais on connaît bien notre October CMS tel qu'on l'installe la toute première fois. Ici, on va dans le back-end, /backend, ici October CMS /backend, voilà. Et bien, on tombe dans la zone où on va se loguer, donc avec admin pass. Donc, on a, grâce à AMPP, je ne sais pas si j'ai bien tapé, ouais, ça a l'air. Voilà, et hop, on reconnaît complètement, enregistré jamais, peu importe. En plus, on a vraiment la toute dernière version du moteur, mais on est vraiment dans notre October CMS. Là, on a la page d'accueil ici. On peut aller voir les pages qu'il y a dans le CMS par défaut, donc notre page d'accueil notamment. L'URL, c'est quand elle est toute simple. Hein. Ça, c'est quand on clique ici et qu'on regarde là, on a juste un slash là. Et bien, donc, c'est cette page qui correspond à cette URL. Et donc, la page qu'on voit, si je refais et puis que je découpe mon écran, ça à droite et ça à gauche, hein, Windows flèche à gauche, Windows flèche à droite en sélectionnant la fenêtre, voilà. Eh bien, on voit ici, on a The Demo. Ça, c'est l'entête, donc c'est cette partie Welcome. On voit que c'est un contenu, donc on va dans Content, Placeholder, ouais, bah, Welcome, il est là, voilà, Welcome. Et The Demo, si je mets XXX, on enregistre. Ah, quoique, on actualise, ah, bah, ça marche, voilà, XXX. Donc voilà, on voit là le moyen de facilement modifier notre contenu. Hein. Ici, on est dans le core, body, le conteneur ici, overview, basic concept, etc. Overview, donc il est là, le overview. Hein. Pareil, je me mets XXX juste pour identifier qu'on travaille sur cette zone. Et si j'actualise ici, on retrouve nos XXX. Impeccable. Bon, bref, l'intérêt, comme vous le voyez, c'est avec AMPPS, je ferme tout ça, j'ouvre que celui-ci avec un double clic dans la barre des titres, c'est très rapide. Voilà. Eh bien, c'est qu'on va pouvoir comme ça essayer des tas de trucs. Drupal qui est très connu, enfin voilà, des trucs sur l'organisation du travail, j'avais vu aussi. File management, Wusser, ça m'avait intrigué, ben, c'est tout ce qui ne rentre pas quelque part ailleurs. Il y a des trucs de sondage ou question to answer, voilà, des facs ou je sais pas quoi, des trucs de commerce, on va sûrement voir PrestaShop, ouais, en deuxième position, ça veut dire qu'il y en a un Avantcard qui est encore plus apprécié. Bon, on a l'occasion là d'y passer des heures rapidement, hein, mais en tous les cas de tester vraiment beaucoup de scripts qui peuvent par rapport au projet management, voilà la rubrique qui m'intéressait. Voilà, le Kanban, par exemple, je l'avais personnellement installé. J'avais testé des tas de trucs avant de choisir les configs sur lesquels on va se positionner, a priori, sachant qu'après réflexion, observation, remarque de l'un d'entre nous, on le sait, absolument tout changer. Mais celui-là est très bien. Voilà, donc vous avez de quoi vous amuser, si je puis dire. CTRL-C pour breaker un process dans la console, exit pour la quitter, ou alors la croix sur la case en haut. Je fais un peu de ménage.
Voilà. Tiens, j'avais des trucs en bas là. Voilà, notre gestionnaire de fichiers, on ferme. Et voilà pour aujourd'hui et pour maintenant, pour cette séance qui vous permet donc d'avoir votre serveur local complètement installé. Je rappelle, hein, pour le lancer, clac, on ouvre le Dolphin parce que c'est plus pratique, ou la console en fait, peu importe. On va chercher le sudo usr avec la flèche en l'air parce qu'on l'a certainement tapé récemment et on fait entrer. Le mot de passe quasi omni indispensable. Ça nous ouvre ici sur la droite l'icône de AMPS, ça met en route nos serveurs et donc on le sait, là on est directement opérationnel. Pour ceux qui ont vu la page doc outils de c57.fr, vous avez dû remarquer qu'on utilise Visual Code. Alors on va y aller, ça sera plus visuel. Voilà. Doc. Outils. Voilà. Ici, on a VS Code, un autre éditeur. Alors, vous allez me dire, on a installé Sublime Text et il est déjà là. Et on va installer le coup d'après, dans la prochaine vidéo, Visual Code Editor. Pourquoi deux éditeurs? Eh bien, l'un, c'est une façon de travailler. Là encore, libre à vous si quelque chose vous dérange dans cela, de procéder différemment, mais je la trouve assez pratique. On doit agir, surtout dans Linux ou Ubuntu notamment, on doit agir sur les fichiers système, le fichier host, pour faire un nouvel virtual host, hein, comme on le sait, on devra faire, alors Shift Ctrl D, ouais c'est ça, ça duplique la ligne d'avant, voilà, on n'utilise pas très souvent, on utilise tellement d'outils différents, puis on va faire tôt ou tard C57 dans la prochaine vidéo, donc autant le faire maintenant, on enregistre, voilà, il est fait, on aura juste à venir planter notre virtual host, alors on ne va pas le faire tout de suite parce qu'on n'a pas encore fait le dossier, mais c'est ici qu'on agira. Toujours est-il que si on veut rajouter un virtual host, c'est donc avec ces deux fichiers qu'on doit jouer. Donc autant les avoir sous la main et il y a tellement d'éditeurs, eh bien Sublime Text peut être parfait pour venir rapidement modifier cela. Et pour notre partie codage, parce qu'il y a d'autres avantages avec Visual Code Editor qu'on va très très vite comprendre, hein, qu'on verra dans la vidéo qui sera pour Linux, Ubuntu ici, de la même façon ici, et bien Visual Code Editor, ça sera réservé plus à la programmation, au codage à proprement parler. Voilà, c'est fini pour l'instant. Juste une chose, j'observe que moi, la barre en bas ici, elle me dérange un peu. Alors, on va dans les options... de Oracle Virtual Host. Donc, moi, ça doit être ici. Je vais vous ramener la fenêtre dans cet écran. Voilà. Ici. Et on voit que la barre, elle est en bas. Et en fait, petit à petit, on a ici des tas d'applications, ce qui fait qu'elle s'ouvre, elle se ferme de façon assez récurrente. Donc, moi, j'ai pris l'habitude maintenant de faire outils, interface utilisateur. C'est ce que ça, on appelle cette barre-là, qui dit fichier, machine, écran, etc., interface utilisateur, de la mettre plutôt en haut de l'écran. Alors, il eût été possible de la mettre à droite, j'aurais encore préféré, mais bon, déjà, comme ça c'est bien. Voilà, j'ai perdu, CTRL F, j'ai perdu ma fenêtre, elle est là, voilà, on y va. Les paramètres de la machine, recharger, voilà, on coche ici, on dit OK. Ça ne va pas forcément le faire tout de suite si je fais CTRL F. Ah si, ça le fait tout de suite, sinon au prochain redémarrage, ça l'aurait fait. Voilà, notre serveur local est prêt, il n'attend que nous pour coder, c'est ce qu'on va faire à la prochaine opération, mais comme l'a dit Steve Jobs, le fondateur d'Apple, un code qui n'est pas gitté, qui n'utilise pas le système de versionning Git, ou un autre éventuellement plus ou moins équivalent, eh bien est un code qui n'existe pas. Et en gros, effectivement, c'est une des motivations de C57, c'est quoi qu'on fasse de nos jours, faut gitter. Peut-être même, c'est pas peut-être, c'est même certain, la configuration de nos outils habituels, s'il y a des phrases à retenir, etc., eh bien, rien n'empêche de faire un petit dépôt Git pour les mémoriser. Voilà. Je vous dis à tout à l'heure, à la prochaine vidéo, pour installer justement ce système Git et notre programme d'édition de code Visual Code Studio. À tout à l'heure. Au revoir. Quitter. Éteindre.